Salut les petits potes, c'est Delcor, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie 4 d'une histoire assez folle. Ouais, t'as bien entendu, la partie 4. Ce qui veut dire qu'il y a déjà 3 vidéos qui sont sorties qui sont celles-ci. La partie 1, la partie 2 et la partie 3 ici, tiens. Si jamais tu les as pas vues, bon bah déjà c'est dommage, mais je te ferai un méga résumé en 2-3 petites phrases, faut pas déconner. Au bout d'un moment, bah ce serait mieux d'aller les voir. Une petite chose à noter là avec cette série, donc la partie 3, 4 et 5, c'est que malheureusement je suis obligé de les faire en audio. Et ça pourquoi? Parce que YouTube n'aime pas du tout cette série de vidéos, du coup t'imagines bien que ça me sert à rien techniquement de prendre autant de temps pour mettre des images et alors que lui YouTube s'en fout totalement. Voilà, je suis honnête avec vous, full transparence, voilà c'est tout, c'est comme ça. Mais t'inquiète pas, il y a ma voix, normale, tout ça, classique, tu peux aller te mettre dans ton lit tranquillement, je sais pas, tu fais comme tu veux, tu te mets des petits écouteurs et tu vas kiffer. Bon, si tu veux soutenir, et je t'avoue que ça me ferait plaisir, un petit pouce bleu et un abonnement, ça fait toujours pas de mal. Le petit commentaire, bon bah ça fera toujours plaisir, au moins YouTube soutient pas, mais toi t'as envie de soutenir et ça me fait plaisir. Bah allez, bah installe-toi, prends-toi une petite boisson et on est parti. J'avais oublié mes petits résumés juste avant de commencer. Eh bien dans la partie 1, il y a des enfants qui trouvent une cassette très étrange. Ils se la mettent dans le lecteur et ils découvrent des choses assez bizarres. On passe à la partie 2 et notre petit gars a grandi. Et il trouve cette même cassette devant chez lui. Et grâce aux informations de la vidéo, eh bien il commence à comprendre qui c'est. Maintenant, dans la troisième partie, eh bien on a de grosses, mais alors très grosses révélations de pourquoi ça part en cacahuète. Ce qui nous amène maintenant à cette partie 4. Et c'est parti. Le monde extérieur était maintenant sombre et gris à cause de la couverture nuageuse. Bientôt, il commencera à pleuvoir. Nous étions tous réunis dans la grande pièce principale du poste de police transformée en cabine. Ma famille, Cartwright et les 2 autres policiers moins utiles. Après les avoir insultés pendant un bon moment, Cartwright a dit à Serrano, le plus jeune, de prendre son ordinateur portable au bureau. Alors que le jeune policier s'en allait en grommelant pour le faire, Cartwright a relayé la réalisation d'Isabelle au groupe. « Donc, nous pouvons simplement suivre le téléphone ?» a demandé mon grand-père. Je lui ai expliqué que tout ce que j'avais à faire était de me connecter à un site web en ligne et d'utiliser cela pour obtenir une position GPS de l'emplacement du téléphone. Et là où est le téléphone, peut-être que le Hunter y est, a conclu Thomas. Mais et s'il abandonnait le téléphone? Il aurait pu, ai-je raisonné. Mais peut-être qu'il ne le sait pas. Je veux dire, il est en prison depuis longtemps, n'est-ce pas? La technologie a changé depuis. Je n'étais même pas au courant et je n'ai même pas été en prison, a ajouté grand-père. S'il le sait, il l'aurait probablement abandonné maintenant. Si le téléphone ne bouge pas sur la carte, c'est probablement ce qui s'est passé, ai-je poursuivi. Mais si c'est en mouvement, nous aurons une longueur d'avance sur lui, a conclu Thomas. Et avec l'avantage du nombre et l'avantage des armes, nous allons nous le faire, a assuré Cartwright. Serrano posa l'ordinateur portable encombrant et obsolète sur la table ronde, à laquelle nous étions assis. Je me suis connecté au site web pour trouver mon téléphone. Le marqueur sur la carte était toujours au motel, ce qui a confondu Cartwright. Mais il a expliqué qu'il l'avait peut-être manqué, ou que le chasseur l'avait laissé tomber quelque part à proximité. Je lui ai demandé quand il avait appelé le téléphone et quand l'homme avait décroché. Cartwright consulta son journal téléphonique pour être sûr. Ce n'était pas trop longtemps après l'incident. Mais pourquoi est-il resté si longtemps sur les lieux du crime? Peut-être qu'il ne l'a pas fait. Peut-être qu'il traînait dans les bois. Mais juste assez près pour vous tendre une embuscade si vous essayiez de revenir. Si vous aviez emmené votre grand-père avec vous pour vous aider. Il n'y avait personne d'autre au motel? Demanda Isabelle. J'ai secoué ma tête. Ce n'est pas la saison touristique. Et sinon, pourquoi quelqu'un resterait dans cet endroit? J'ai dû appeler le propriétaire, insister pour qu'il descende me donner une clé. Attendre dans le Ranger était horrifiant, mais... J'ai appelé ce type, a interrompu Cartwright, puis s'est excusé de l'avoir fait. Quand j'ai vu le motel et l'épave alors que je passais devant, je lui ai dit de faire attention, mais de descendre aussi vite qu'il le pouvait. Nous avons discuté de la question un peu plus longtemps. Ensuite, le problème du lecteur flash a été évoqué. Doit-on le regarder? Thomas et Isabelle ont fait valoir que même ici n'était pas assez sûr pour risquer que le chasseur connaisse notre emplacement. Grand-mère a accepté. Grand-père voulait entendre ce que le chasseur avait à dire, mais a finalement cédé une fois qu'il s'est rendu compte qu'il était tout seul dans l'affaire. Si nous pouvons attraper ce gars sans jouer dans son jeu, c'est le meilleur résultat possible, a expliqué Cartwright. Tout ce que son discours va faire, c'est nous agacer et fausser notre mission. Nous avons un bon plan tant qu'il tient le téléphone. Maintenant, attendons et voyons. L'ambiance dans l'air ne s'est jamais démentie. Je sentais la clé USB bouger dans ma poche chaque fois que je bougeais.
Serrano en a profité pour s'excuser de son comportement de la veille. Il a expliqué que pendant toutes ces années passées dans cette ville, rien ne s'était jamais produit. Il s'agissait principalement de faux rapports et de perte de temps. Mais notre conversation a été interrompue lorsque le policier plus âgé a attiré l'attention de tout le monde. « Vous voudrez peut-être voir ça », a déclaré Anton. Il a tourné l'ordinateur portable pour nous montrer que le marqueur sur le GPS s'éloignait maintenant, de son lieu de repos et sur l'autoroute. Je suppose qu'il en a eu marre d'attendre. « Anton, Serrano, vous êtes tous les deux avec moi », demanda Cartwright. « Enfilez votre tenue, trousse complète. » Il se tourna vers nous 5. « Vous ne pouvez pas venir avec moi, c'est trop dangereux. » Il n'a reçu aucune plainte de notre part. Puis il a dit à Thomas, Isabelle et moi de le suivre plus profondément dans le commissariat. Et il déverrouilla une porte pour révéler une pièce sans fenêtre remplie d'armes à feu et de munitions. « Les gars, je m'attends à ce que les armes reviennent, a-t-il déclaré. Les balles, cependant, c'est pour le chasseur. Il nous fit un clin d'œil et tapota l'épaule de Thomas. Nous avons pris chacun une carabine ou un fusil de chasse. Une arme de poing assortie, dont 2 pour grand-mère et grand-père. Pendant que nous parcourions les caisses de munitions pour trouver les paquets correspondants, Thomas gloussa. « Alors, quoi de neuf ?» demandai-je en glissant quelques cartons dans un grand sac à dos de randonnée. « Tu penses que c'est la vraie raison pour laquelle papy nous a toujours emmenés à la chasse ?» Et j'y ai réfléchi et je me suis retrouvé à rire aussi. Alors que nous déchargions toutes les armes sur la grande table ronde autour de laquelle nous nous étions rassemblés plus tôt. Cartwright nous a donné quelques derniers mots. « Le soleil se couche. Reposez-vous, mais vous voudrez peut-être laisser quelques guetteurs éveillés. Les caméras surveillent tout autour du commissariat. Nous avons laissé la porte de la salle de sécurité déverrouillée pour que vous puissiez voir les écrans. Je suis désolé que nous n'ayons pas eu de gilet pour vous tous. Nous n'en avons que 3 et ils sont équipés pour nous. » Il regarda sérieusement chacun de nous. « Vous ne pouvez pas venir. Permettez-moi de souligner ceci. Vous ne pouvez pas être trop prudent ce soir. Assurez-vous que quelqu'un a un œil sur ces écrans à tout moment. » « Cartwright » ai-je dit au moment où il s'apprêtait à franchir la porte. Je lui ai tiré dans le flanc et il a continué à marcher. Il acquiesça. Ouais, il porte probablement un gilet sous son manteau. Mais il a à peine branché cependant. Et ce n'était pas des coups de loin. C'était pratiquement à bout portant, avec un fusil. Au cas où, ne le sous-estimez pas. Il hocha la tête en signe d'accord, puis, avec un salut désinvolte, il disparut. Ils ont pris chacun leur véhicule, nous laissant avec seulement la camionnette au bord de l'allée en terre. Thomas s'approcha et verrouilla la porte d'entrée. Ce faisant, il regarda par la fenêtre le ciel noirci et le soleil flou, et caché alors qu'il touchait la limite des arbres. « Il commence à pleuvoir, dit-il. » Des gouttes de liquide décorèrent bientôt les vitres comme pour lui donner raison. Les similitudes avec cette première rencontre avec le chasseur me troublèrent l'estomac. Cela pourrait-il être si facile? Les 3 policiers prendraient-ils le chasseur par surprise? Mon esprit est revenu à ce que le chasseur m'avait dit, ce que j'avais transmis à Cartwright. Je t'ai sous-estimé. Nous sous-estimerait-il encore vraiment? J'ai réfléchi à ces questions en aidant mon grand-père à sortir de son fauteuil roulant et à s'installer dans le lit d'une des chambres. Le poste de police l'avait pour que les policiers puissent passer la nuit si nécessaire. Il a pleuré de douleur depuis les quelques marches jusqu'au lit. Alors qu'il s'effondrait, il rit un peu tout en clignant des larmes de ses yeux. Il m'est venu à l'esprit que je peux enfin vous dire pourquoi j'ai tous ces problèmes de dos. Mais tu m'avais dit que c'était toutes ces années avec la compagnie pétrolière. Je n'ai pas menti, mais ce n'est pas là que tout a commencé. Après cet incident avec vous 3 et Okotnik, je l'ai retrouvé. On a eu une fusillade et il m'a attrapé juste à côté de la colonne vertébrale. Je suis surpris qu'il ne m'ait pas paralysé. Puis, une fois qu'il est parti en prison, je suis retourné travailler sur la plateforme pétrolière. Seul le travail était beaucoup plus dur. Trop d'années de cela, et eh bien, j'étais vraiment heureux quand j'ai finalement pris ma retraite. Il me sourit vivement, attendant une réponse. Je n'en ai pas donné. Après l'histoire, j'ai simplement dit bonsoir et je suis allé quitter la pièce. En sortant, je croisai ma grand-mère qui entrait. Elle posa une main réconfortante sur mon épaule, une qui s'est transformée en étreinte. J'ai soupiré. J'ai dit que je les aimais et je suis retourné dans la pièce principale avec Thomas et Isabelle. « Tu lui pardonnes ?» m'a demandé Isabelle depuis le canapé en cuir sur lequel elle s'est reposée. Cela a donné lieu à une heure de silence. J'ai regardé à travers la porte ouverte de la chambre où dormaient mes grands-parents. Les questions sur ma mère et sur la responsabilité de mon grand-père tourbillonnaient dans ma tête depuis le départ de Cartwright. « Je ne sais pas, dis-je. Je ne sais même pas si je le blâme en premier lieu. Peut-être que je le fais. » J'ai changé de place à table et j'ai enfoui ma tête dans mes mains, plongé dans mes pensées. Je ne pense pas que je serai capable de comprendre cela tant que le Hunter sera encore là. Et peut-être pas avant un moment après cela. Toute ma vie,
j'ai pensé que ma mère était la seule à blâmer. Je pensais que grand-mère et grand-père étaient des saints pour m'avoir accueilli. Cela n'a pas nécessairement changé, dit Isabelle prudemment. Ils ont quand même pris soin de toi. Ils ont quand même aidé ta mère à aller en cure de désintoxication. Mais elle n'aurait pas eu à le faire si grand-père n'avait pas apporté de petits bonbons à travers la ville pour commencer. Au bout d'un moment, je soupirai et relevai à nouveau la tête. Avant qu'Isabelle ne puisse parler, j'ai dit « Ouais, je sais. Il ne pouvait pas prévoir ce qui allait arriver. Même s'il voulait sortir, ce n'est pas comme si c'était facile. Je veux dire, regardez où nous en sommes maintenant. Tu penses que les policiers vont la voir ?» a demandé Thomas. Il était juste assez près pour entendre la conversation. Il était à l'intérieur de la salle de sécurité avec la porte ouverte, examinant les écrans. J'ai regardé le vieil ordinateur portable avec la carte relevée. Cartwright avait pris son téléphone avec lui. Je me suis connecté au site web à ce sujet afin qu'il puisse suivre plus facilement le chasseur en déplacement. Le marqueur s'était immobilisé dans une maison à la périphérie de la ville. Pendant un moment, il a continué à se déplacer dans les environs. Mais maintenant, il était resté au même endroit. « Il y a quelque chose qui bouge sur l'écran », a déclaré Thomas. Isabelle s'est instantanément relevée de son état de repos. J'ai détourné mon attention de l'ordinateur portable. « Qu'est-ce que c'est ? Je ne suis pas sûr. Juste quelques mouvements dans les buissons en ce moment. C'est vraiment difficile de dire à quel point les écrans sont sombres. » Nous avons rejoint Thomas tous les deux dans la salle de sécurité. Il avait raison pour la vision. Non seulement l'obscurité, mais aussi la tempête. Très peu de choses pouvaient être vues. Puis, à peine, nous l'avons aperçu. Nous avons chacun soupiré de soulagement et partagé quelques rires doux et maladroits à la vue d'un élan femelle. Isabelle est retournée s'allonger sur le canapé au bout d'un moment. Elle n'avait pas beaucoup dormi pendant le trajet en avion et était épuisée. J'ai tenu compagnie à Thomas dans la salle de sécurité. Nous avons parlé pendant une bonne partie d'une heure de tout ce à quoi nous pouvions penser. La révélation du passé de notre grand-père, la réfutation de toutes nos idées d'expérience imaginées, et la réalisation que nous étions tous les deux affamés. Thomas quitta la pièce pour fouiller dans le frigo à la recherche de quelque chose à manger. C'est alors que tout est parti en cacahuète. L'obscurité complète emplit la cabine. Tous les écrans de sécurité sont devenus noirs en même temps. Les lumières s'éteignent, le frigo ouvert maintenant sombre. Pendant un instant, aucun de nous ne réagit. Puis, nous sommes passés à l'action, réveillant chacun des membres endormis de notre famille. La confusion était l'expérience partagée. Était-ce la tempête? Une coïncidence simple mais terrifiante? Nous avons chacun pris nos armes. Nous avons jeté nos sacs de munitions sur nos épaules. Nous sommes allés autour de la table pendant que grand-mère aidait grand-père à s'asseoir sur sa chaise. Puis vint l'odeur. Un parfum fumé qui nous piquait les narines. « Ça sent le feu !» cria Thomas. Effectivement, les murs du couloir qui menaient plus profondément dans la cabine étaient éclairés par la lueur cramoisie d'une flamme nue. Lorsque la chaleur et la fumée nocive ont commencé à envahir la pièce principale, nous avons paniqué. Nous nous sommes demandé quoi faire et où aller. La peur naissante de réaliser que cela ne pouvait pas être une coïncidence s'est installée. « À la camionnette !» Grand-père a crié par-dessus nos cris. « Il faut qu'on se rende au van, allez-y !» Sous les fortes pluies, nous sommes allés. Thomas a pris les clés et courut dans la boue pour déverrouiller les portes et allumer le véhicule. Puis, il monta la garde, son arme haute et regardant dans tous les sens. Isabelle a aidé grand-mère à traverser la boue jusqu'à la camionnette où ils ont commencé à abaisser la rampe. Ils m'ont crié de me dépêcher, mais les fines roues de la chaise de mon grand-père qui s'enfonçaient profondément dans la terre collante et glissante m'ont énormément ralenti. « Laisse-moi !» il cria. « C'est moi qui le veux, putain! Laisse-moi !» Mais je ne le ferai pas. J'ai traîné la chaise derrière moi en traversant l'allée boueuse. Et puis, un craquement soudain emplit l'air. Ce n'était pas le tonnerre. Le son a été suivi d'un cri strident et obsédant. Un cri que je n'oublierai jamais. Isabelle a tiré grand-mère dans la camionnette. Grand-mère allongée sur ses genoux. Une tache de sang se répandant à travers son tablier. Mon grand-père a crié et pleuré d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. Avec l'adrénaline montant à son comble, j'ai pu traîner le fauteuil roulant jusqu'à la camionnette. Alors que Thomas filait dans les bois, j'ai poussé la chaise de grand-père. J'ai poussé la rampe vers le haut, j'ai fermé la porte et je me suis installé du côté passager. Avec son fusil de chasse maintenant vide, Thomas a sauté sur le siège du conducteur. Il s'est éloigné, soulevant de la boue et faisant une embardée jusqu'à la route principale. J'ai regardé vers le siège arrière pour voir ma grand-mère. Heureusement, toujours consciente. Grand-père lui a tenu la main et a pleuré, complètement inintelligible. « Vas-y, rends-toi à l'hôpital !» J'ai prié pour que ça soit suffisant. Grand-mère a essayé de nous apaiser, même si sa voix commençait à faiblir. Isabelle passa ses doigts dans les mèches cuivrées et argentées de ses cheveux. Pendant un instant,
Rien du tout n'existait alors que je regardais la couleur s'estomper de la femme qui m'a élevé. Thomas romput la transe avec un cri. « Regardez derrière nous !» Je tournai brusquement la tête pour voir à travers le miroir une paire de phares brillants s'approcher rapidement de nous. J'ai sorti mon arme de poing de son étui. « Est-ce que c'est lui ?» demanda Isabelle. Il n'a pas fallu attendre longtemps pour avoir une réponse. Une secousse soudaine de la camionnette a percuté notre camion. Une secousse soudaine de la camionnette percutée par un camion lourd. J'ai baissé ma fenêtre et je me suis penché dehors avec mon arme à la main. J'ai vidé le chargeur vers le camion. Quelques coups de feu ont touché le véhicule, mais la plupart ont ricoché sur l'asphalte mouillé de l'autoroute. Je me suis retiré dans la camionnette pour recharger, mes cheveux dégoulinant de la chute à l'extérieur. L'intérieur de la porte était trempé et glissant d'avoir été ouvert si longtemps dans une telle tempête. « Roule plus calmement !» ai-je dit. Je me suis de nouveau penché hors de la camionnette, cette fois-ci en allant jusqu'à m'asseoir sur le rebord de la fenêtre et en me tenant fermement à la barre de chargement de la camionnette pour ne pas tomber. « Oh, fais attention quand même !» C'est ce que Thomas m'a crié alors que le camion déviait sur le côté. J'ai vu le Hunter conduire. Il portait son masque en bois même maintenant. J'ai pointé mon arme sur lui juste au moment où il levait la sienne vers moi. 2 coups de feu retentissent et 2 balles atterrissent. Nous avons raté notre cible tous les deux. Le rétroviseur latéral en dessus de moi s'est fissuré et est tombé sur la route. Le camion décéléra rapidement. J'avais crevé un des pneus au moins. J'ai vu le véhicule s'arrêter et les lumières s'éteindre dans la tempête. « Et je vais tuer ce Gugus, je le tuerai !» Grand-père a crié pendant tout le trajet jusqu'à l'hôpital. Nous sommes arrivés juste à temps. Les quelques membres du personnel médical dans le bâtiment ont pu stabiliser les signes vitaux de grand-mère. Nous devons la sauver à Anchorage. C'est ce que nous a dit une infirmière à l'extérieur de la salle d'urgence. Une seule personne peut monter avec elle dans l'hélicoptère, compte tenu du nombre de membres du personnel médical avec lequel il faut aller. Nous en avons discuté en famille et avons décidé qu'Isabelle devrait l'accompagner. La raison principale étant que grand-père a refusé de quitter la ville jusqu'à ce que le chasseur soit mort. Tous les trois, nous avons regardé depuis le toit l'hélicoptère prendre son envol et disparaître lentement dans le soleil levant alors que les nuages de pluie se dispersaient. Puis, alors que nous nous tenions sur le toit en ciment humide de l'hôpital, nous avons vu les phares de 3 véhicules de l'Alaskan State Trooper entrer sur le parking. Nous avons rencontré les 3 officiers près de la porte d'entrée. Je pouvais dire à l'expression de son visage que Cartwright était complètement désemparé. Avant qu'il ne puisse expliquer ce qui s'était passé, grand-père s'est mis en colère. Se tournant vers eux, il a crié et maudit les officiers. Il les a dénoncés pour ne pas nous avoir protégés, ne pas protéger ma grand-mère. Tandis que la tête de Cartwright baissait de désespoir, je ne pus m'empêcher de voir mes propres émotions remonter à la surface. « Non, tu n'as pas le droit d'être en colère !» criai-je au vieil homme assis sur la chaise. « Rien de tout cela n'arriverait si ce n'était pas pour toi. Tu nous as presque fait tuer quand nous étions enfants. Tu as failli faire tuer ma grand-mère. Et tu as tué ma mère. Nous sommes tous là ici pour ramasser après toi. Alors ne reste pas assis là, inutile alors que nous essayons de réparer tes conneries. » Des larmes coulaient sur mon visage. Je pouvais à peine voir. Et je pouvais à peine penser. Et bientôt, je pourrais à peine continuer à parler. Alors que ma gorge se serrait d'émotion. Alors que ma langue trébuchait sur les mots. J'ai abandonné et je me suis détourné, retournant à la camionnette. J'ai pleuré la tête baissée jusqu'à ce que je sente une main toucher mon épaule. Je levai les yeux pour voir Thomas. Il ne dit rien, mais à travers mes larmes, j'ai vu qu'il pleurait aussi. Je posai ma tête sur son épaule et il enroula son bras autour de moi. Nous n'avons pas trouvé le camion sur l'autoroute en direction de la gare. Le chasseur a dû trouver une pièce de rechange. J'ai roulé avec Cartwright. Je voulais garder une certaine distance avec mon grand-père. Pendant tout le trajet du retour, Cartwright m'a raconté ce qui s'était passé après qu'il soit parti à la recherche du Hunter. Le GPS les a conduits à une maison à la périphérie de la ville. Ils l'entourèrent lentement avant de défoncer simultanément les portes avant et arrière. La maison appartenait au propriétaire du motel. Après lui avoir parlé pendant un moment, ils ont compris ce qui s'était passé. Le chasseur a dû répondre au téléphone alors qu'il se cachait à l'intérieur du bureau. Le propriétaire a déclaré que la porte avait été déverrouillée lorsqu'il est arrivé alors qu'il la laissait toujours sécurisée. Une fois que le chasseur s'est rendu compte que la police était impliquée, il a glissé le téléphone dans la poche d'un manteau laissé là-dedans. Lorsque le propriétaire est arrivé, le chasseur était parti. Pas plus sage, il attrapa le manteau sans y penser et rentra chez lui. Nous avions suivi le propriétaire comme une distraction. Nous l'avons sous-estimé, ai-je dit en fixant les arbres d'un air absent. Et nous l'avons payé. Le SUV s'est garé dans l'allée du poste de police désormais carbonisé. Il était suivi par les 3 autres véhicules. Alors que nous nous rapprochions des ruines du poste de police, un seul carré blanc a attiré mon attention. Je me suis approché, je l'ai ramassé et j'ai brossé la suie.
Thomas a fait avancer mon grand-père. Nous trois et la police avons regardé le papier, le même journal qui avait rapporté l'explosion de l'entrepôt. Pris de la maison de mes grands-parents et placé ici sur les lieux. L'encre avait coulé et séché, comme des larmes de charbon fanées sur le parchemin. Mon grand-père soupira et ajouta « Je sais où aller ». Voilà, c'est ainsi que se termine cette partie 4. Maintenant, tout le monde sait apparemment où il doit aller pour cette ultime et dernière partie. Je vous donne pas de date exacte car je sais pas quand ça sortira. Du coup, si tu veux être prévenu en avance, n'hésite pas à me suivre sur Instagram. Sinon, n'hésite vraiment pas à t'abonner à la chaîne et active la petite cloche. Comme ça, je sais pas si t'es sur téléphone ou sur email ou quoi, tu recevras une notif. Ok? Bon, si t'as kiffé, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour ma gorge là qui commence à un petit peu avoir mal, je vais pas te mentir. Mais en tout cas, c'était bien kiffant. Allez, c'était Delcor, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes.